Alors, donc, première cassette du séminaire sur le désenvoûtement. Alors déjà, en deux mots sur l'aspect pratique des choses. Donc, si vous avez si vous n'avez pas encore votre chambre, il faudrait aller la réserver à midi à ce moment-là à l'hôtel. Si vous avez des toilettes qui sont juste à côté, donc si vous avez besoin d'y aller, vous demandez rien à la personne, vous sortez de la salle. S'il y a des questions, par contre, au niveau du séminaire, à ce moment-là, vous levez la main. Hein. Il va falloir que vous ayez, si on a un échange, c'est mieux. Donc, si vous avez des questions précises au cours du séminaire, vous levez la main. Et dès que j'ai fini mon exposé, à ce moment-là, vous posez votre question. Hein, donc, de manière à ce qu'on ait un échange. Alors, le séminaire va se passer également en 2 temps, comme d'habitude, c'est-à-dire des temps plus forts quand on va être en salle et des temps plus relaxés quand on va être au restaurant, quand on va prendre nos repas ensemble. Et au moment des repas, si vous avez des questions sur des sujets qui sont hors du séminaire, on en profite et puis on en discute tous ensemble. Donc surtout, vous n'hésitez pas, si vous avez un élément important, une question importante à poser, hein, vous me faites signe et dès que je peux, je vous interroge et on y répond. Alors, donc, ce séminaire, en fait, traite des techniques de désenvoûtement. Alors, c'est un séminaire qui s'adresse, aussi bien à des gens qui pratiquent en tant que professionnels qu'à des gens qui veulent apprendre cette technologie. Mais on peut, à partir de ce séminaire, avoir une action sur un plan professionnel. Bon, le but, en fait, c'est d'apprendre comment désenvoûter une personne qui a ce type de problème, mais sur un plan professionnel. Alors, la première des choses qui est extrêmement importante pour réussir ça va être l'entraînement, parce que c'est comme un boxeur, en fait, qui va entrer sur un ring, et qui va faire un combat contre des forces négatives. Si le boxeur a un bon entraînement, il va réussir, ou il a des chances de gagner son combat. Si le boxeur n'a aucun entraînement, il a toutes les chances, si jamais il tombe sur quelqu'un de plus fort que lui, ou de plus puissant, de se retrouver KO. Voilà. Donc ça, c'est le principe. En fait, tout ce qui est du domaine de la magie ou de l'ésotérisme pratique répond à des critères logiques. On n'est pas, en fait, dans l'ésotérisme, dans un monde totalement abstrait, totalement illogique ou irraisonné. On est dans de la logique. Et plus on s'approche des frontières du paranormal et des frontières de l'occulte, plus il faut que nous soyons logiques de manière à ne pas nous perdre dans du mysticisme, dans des choses alambiquées et surtout de manière à ne pas prendre de risques. Parce que le désenvoûtement est une technique dangereuse, dans tous les cas. Donc, il faut en respecter les règles de sécurité. C'est exactement comme le code de la route. On s'arrête au feu rouge et on passe au feu vert. Bon. Alors, c'est vrai qu'on peut réaliser du désenvoûtement sans connaître le code de la route. Bon. Ça va marcher un certain nombre de fois, mais un jour, on risque de se retrouver confronté à un problème qui nous dépasse, qu'on aura mal analysé, et puis là, c'est l'accident. Bon. Donc, en fait, le but de ce séminaire, c'est d'expliquer les différents éléments, les différentes étapes du désenvoûtement, en commençant par l'entraînement, ensuite le diagnostic des phénomènes d'envoûtement, les rituels de désenvoûtement, etc. Et surtout les protections de l'opérateur. Parce que ce qu'il faut, c'est que vous soyez capable de réaliser un désenvoûtement tout en restant en bonne santé. Alors, on va commencer par faire une petite parenthèse entre la voie sèche et la voie humide. Bon, c'est un petit peu de l'ésotérisme, c'est un petit peu de l'alchimie. En fait, dans la tradition initiatique ou dans les traditions ésotériques, il y a 2 façons d'attaquer le problème. Donc, vous avez d'un côté ce qu'on va appeler la voie verrouillage, je crois. Ouais. Donc, voie humide. Et de l'autre côté, on va prendre une autre couleur, la voie sèche. Alors,
Dans l'ésotérisme, tout est dualité, tout est plus, moins, tout est blanc ou noir. Donc on a déjà deux polarités à toutes les techniques de recherche. Et dans le désenvoûtement, on va retrouver évidemment ces deux polarités et ces deux façons de travailler. La voie humide est à considérer comme une voie, ça va être une voie qui va être lente. La voie sèche, ça va être une voie plus rapide. Dès cet instant, on va se rendre compte que la voie lente est réservée à un certain nombre de personnes et la voie rapide, donc, à d'autres gens. Bon, c'est exactement comme en voiture. Plus on a une voiture rapide, plus c'est dangereux, plus il faut respecter les règles, mais plus on va rapidement d'un point à un autre. Et plus il faut être un bon conducteur. Donc, la voie rapide ou la voie sèche s'adresse à des gens qui veulent de l'efficacité, mais qui représentent plus, je dirais, une petite élite. Donc, c'est pour ça qu'on est, par exemple, on n'est pas très nombreux. Et les voies lentes ou les voies humides correspondent plus à des voies collectives. Alors, dans le phénomène du désenvoûtement, on a exactement le même type de travail. Vous aurez les voies humides qui seront les voies, je dirais, plus religieuses de dégagement, et les voies sèches, les voies rapides, qui seront les voies plus énergétiques de dégagement. Si la voie humide repose quelque part sur l'égrégore du collectif sur lequel on va s'appuyer, la voie sèche va s'appuyer sur la qualité énergétique de l'opérateur qui va pratiquer. Alors, on peut marquer au niveau de ces voies humides et voies sèches, sur un plan en fait de l'ésotérisme, la voie humide c'est la voie de la religion, et la voie sèche c'est la voie de l'initiation. Alors ces deux voies, je dirais, conduisent à la même chose, sont sous le patronage de la même personne, du même Dieu. Sauf que la religion est une voie qui s'adresse, d'ailleurs comme ils le disent eux-mêmes, qui s'adresse au troupeau, donc au collectif. Et pour le collectif, on ne peut pas avoir des idées qui soient trop violentes, des idées qui soient trop sèches. Donc ce sont des idées qui sont douces. On amène en fait par la religion les gens vers une spiritualité douce, alors que l'initiation amène ceux qui postulent cette voie vers une spiritualité, mais beaucoup plus rapidement. Donc c'est plus dur, ça nécessite de se combattre soi-même. Alors la voie en fait de la religion mène à la voie initiatique, puisque à partir de l'instant où on adhère tous à une religion, parce qu'on est tous baignés là-dedans, la voie de la religion mène sur une voie initiatique. Mais on a quand même toujours entre les deux une espèce de combat, une espèce d'opposition, de concurrence, je dirais, parce que évidemment l'initiation est la concurrente directe de la religion, et à partir de là, on se trouve avec des frictions entre les deux. Parce que vous avez donc les gens qui appartiennent à une religion, qui font partie d'une hiérarchie religieuse, vont avoir tendance à conserver les choses, puisque c'est plus féminin comme idée, alors que l'initiation c'est plus masculin comme concept, et ça va pas avoir tendance à conserver les choses, ça va avoir tendance au contraire à aller de l'avant. Donc on pourrait dire que la religion va être conservatrice et que l'initiation va être innovatrice, avec des guillemets, dans les très très grandes lignes. Donc, dès l'instant où on va avoir, je dirais, des religieux, que ce soit n'importe quelle religion, on n'est pas là, on parle pas du catholicisme, on parle pas de la religion de Moïse, on parle pas, c'est toujours le même principe qui se met en place. Dès l'instant où il y a une religion qui a main basse sur le peuple, qui dirige les choses, et que vous avez d'un autre côté des gens qui font partie d'une voie initiatique
et qui tendent à donner des idées, et ben, la religion en place va avoir tendance à vouloir étouffer l'initiation. Donc, un combat. Donc, on se retrouve automatiquement avec les prêtres de la religion en place qui vont être en majorité contre les phénomènes initiatiques parce qu'ils ne les comprennent pas forcément et parce que c'est pas leur rôle de les comprendre. Alors, c'est vrai que à très haut niveau, il y a à très haut niveau, on peut considérer que la religion vient de l'initiation. Mais, au niveau de base, on a une opposition. Alors c'est pour ça qu'on a brûlé des gens au Moyen-Âge, c'est pour cette raison par exemple que lorsque, à une certaine époque où il y avait une religion en place, qui était la religion de Moïse, quand un individu qui s'appelle Jésus est venu, et lui a représenté l'initiation, est venu pour donner de nouvelles idées, la première chose qu'on a faite, c'est de le crucifier parce qu'il fallait surtout pas toucher à la religion en place. Donc ça, c'est un schéma. Et dès lors, si nous, aujourd'hui, on est dans une civilisation avec une religion précise, parlant d'initiation, on va automatiquement se retrouver avec cette religion en opposition. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Vous pouvez très bien avoir des religieux, de n'importe quel grade, qui comprennent l'initiation et qui adhèrent à ces idées. Vous avez eu par exemple saint Thomas d'Aquin qui, lui, a compris le phénomène initiatique et a eu une métaphysique et est passé au-delà. Mais je dirais qu'à 99% de la religion sera contre les phénomènes initiatiques. Parce que ce que l'on fait ou ce que l'on essaye de faire va être un concurrent trop important parce que on a des clés, parce que l'initiation possède des clés énergétiques, magiques ou opératives qui ont été en grande partie perdues par la religion. Donc, on a ce phénomène-là. Alors, dans le désenvoûtement, c'est exactement la même chose parce que, en fait, on ne devrait pas faire de séminaire de désenvoûtement puisque tout ce qui est désenvoûtement, exorcisme, etc., devrait être fait par la religion qui, si elle avait conservé ses clés d'origine et ses clés de pratique occulte, serait la première dans ces domaines-là. Bon, mais si elle n'est pas la première dans ces domaines-là, c'est qu'elle a perdu des clés qui n'ont jamais été perdues par la tradition initiatique, et d'où une concurrence déloyale de l'initié par rapport aux religieux. Donc on va avoir des choses après comme l'Inquisition, et si l'Inquisition n'a pas la même forme qu'au Moyen-Âge avec des bûchers, elle va prendre une autre forme à notre époque. Et toujours, on a le même principe. Alors, ce qui est important de retenir, c'est que la religion est plus une voie spirituelle humide, qui est positive, qui est bonne, mais qui s'adresse au grand nombre, qui s'adresse au collectif, tandis que la voie sèche sera une voie beaucoup plus rapide, beaucoup plus dure à entreprendre, qui va donner des fruits beaucoup plus intéressants également, mais qui est destinée à un petit nombre. Donc il faut en fait avoir peut-être une intelligence plus fine, plus développée, ou ressentir des choses à un niveau plus haut, pour entrer dans cette tradition initiatique. Alors ça, c'était la petite introduction. Alors nous, ce qu'on va parler aujourd'hui au niveau du séminaire, c'est plutôt de la tradition initiatique, puisque la tradition de désenvoûtement au niveau de la religion, on la trouve dans tout un tas de livres. C'est bien, vous avez les livres de l'abbé Julliot, par exemple, qui sont des livres intéressants au niveau du dégagement, c'est bien, mais il y a beaucoup mieux. Dès l'instant où on a des règles beaucoup plus techniques. Le religieux va par exemple dire priez mes frères, priez. Et puis l'initié, il va dire bon on va prier, oui c'est peut-être bien, mais on va appliquer telle et telle technologie, on va faire circuler les énergies de telle et telle manière pour obtenir tel résultat. Donc on a une démarche plus scientifique, plus logique. En religion, c'est pas la peine de chercher à comprendre. Ce sont les hiérarchies qui pensent pour nous. En initiation, on vous demande de comprendre, de réfléchir et d'agir et de penser par soi-même. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de questions sur là-dessus. Alors, on va démarrer donc
un des éléments, ce matin on démarre un des éléments quasiment les plus importants du séminaire, c'est l'entraînement. Comment s'entraîner sur le plan énergétique pour parvenir à réussir un désenvoûtement. Tout phénomène magique, tout phénomène ésotérique est lié à l'énergie. Donc, si on n'a pas quelque part de l'énergie pour agir sur un plan ésotérique, on n'obtiendra pas de résultat. Alors on peut répondre, dire oui, mais moi je dis les prières de l'abbé Julio et ça marche. Et une autre personne va nous dire, moi je récite les prières de l'abbé Julio et ça ne marche pas. Pourtant c'est le même rituel. Alors pourquoi un fonctionne et l'autre ne fonctionne pas? Tout simplement parce qu'il y a une des deux personnes qui possède en lui une énergie naturelle, donc qui va émettre pendant son rituel, et l'autre personne, n'ayant pas ce potentiel énergétique, ne sera pas capable de déclencher l'opération, de déclencher le rituel. C'est exactement comme un magnétiseur. Si vous mettez un morceau de viande sur une assiette et que vous essayez de magnétiser ce morceau de viande, bon, à raison de 5 minutes par jour pendant une semaine, ben vous avez des gens, au bout de 3 jours, ils vont momifier le morceau de viande, et il y en a d'autres, au bout de 15 jours, le morceau de viande ne sera toujours pas momifié. Bon, ça veut dire qu'on a des potentiels énergétiques qui sont différents selon chacun. Mais on peut, donc par des techniques d'entraînement, agir sur notre propre potentiel énergétique pour le multiplier. Et c'est la voie la plus efficace sur un plan ésotérique. Et que l'on veuille pratiquer le désenvoûtement ou que l'on veuille pratiquer d'autres techniques, mais avec un résultat, eh bien, on va devoir travailler d'abord son énergie personnelle. Alors ceux qui ont la chance d'avoir déjà un potentiel, bon bah, faut qu'ils fassent attention à ne pas se reposer sur leur laurier, parce que c'est en général le risque, mais ceux qui ont déjà un potentiel d'énergie, eh bien, eux ils vont pouvoir, par cet entraînement, le multiplier encore plus. Et ceux qui n'ont pas de potentiel énergétique, ben, en travaillant, ils vont en obtenir un. Et des fois, il vaut mieux suivre un entraînement, ne pas être doué au départ et suivre un entraînement avec de la persévérance. Quelquefois, ces personnes arrivent mieux que celui qui est doué au départ et qui, en fait, va se reposer sur ses lauriers, va dire « je suis doué, donc je ne fais rien ». Oui, mais celui qui va travailler va le dépasser un jour ou l'autre. Donc, alors, quelle type d'énergie allons-nous avoir besoin pour justement réaliser ce phénomène de désenvoûtement? Alors, on va faire un tout petit peu de métaphysique pour se retrouver, pour voir à quoi on va s'adresser et sur quoi on va se brancher. Considérons qu'à l'origine de tout, bon, il y a Dieu, bien entendu. Il y a un Dieu, comme on dit dans la Kabbale, un Dieu qui va être, c'est le nom qu'on ne prononce pas. Donc un Dieu qui va être imprononçable, une source, quelque part, dont l'esprit humain aura beaucoup de mal à se faire une idée. Donc on appelle ça la source, on appelle ça le nom qu'on ne prononce pas, l'imprononçable, quelque chose. Bon. Et ce quelque chose va donner naissance à une énergie qui va emplir le temps et emplir l'espace, d'une éternité au niveau du temps et d'un infini au niveau espace. Donc ça va nous donner comme une toile de fond, une énergie qui va être partout et tout le temps. Bon, métaphysiquement, on saute quelques étapes. Cette énergie, ça va être une énergie qu'on va appeler l'éther. Ça va être en quelque sorte le 5e élément. Et c'est un éther, en fait, qui va être indifférencié. C'est-à-dire qu'on aura partout la même densité d'éther. Un petit peu comme c'est ce qu'on appelle dans la Bible les eaux primordiales. Bon. C'est une espèce d'océan d'énergie qui est depuis toujours et à jamais, et qui emplit l'infini. Or, comme cet océan d'énergie a lui-même été créé par
un Dieu plus haut, qu'on a appelé le Dieu imprononçable ou le Dieu source, et bien cet océan d'énergie va avoir pour mission et va de nature répéter le geste qui l'a créé. Donc à son tour, dès l'instant où un être a été créé, il doit lui-même créer. Et on retrouvera ce principe à chaque étage de notre création, du plus grand au plus petit. Donc cet océan va avoir besoin de créer quelque chose, mais il ne peut créer quelque chose, il ne peut se recréer lui-même. Et comme lui, il emplit l'infini espace et l'éternité au niveau du temps, eh bien, il va avoir besoin de recréer, mais quelque chose de différent de lui-même. Donc il va créer, mais dans la limite, dans l'espace limité et dans le temps limité. Alors par un miracle spirituel, dans cette toile de fond, eh ben, il va y avoir à certains endroits une concentration de sa propre nature. C'est-à-dire que l'éther, puissance 1, l'éther virginal, va se concentrer par endroits, sous forme de sphère, et va affluer vers un centre. Et dès lors, on va avoir en quelque sorte l'apparition d'un premier monde, de l'origine d'une planète. Et dès que cette énergie, en fait, arrive en un centre, imaginons une sphère et vous avez une puissance énergétique qui pousse vers le centre, et bien automatiquement, on va avoir une force de réaction. Et si ça pousse vers le centre, vous allez avoir une force réactive qui va partir du centre et qui va pousser vers l'extérieur. Donc elle va lutter contre elle-même. Donc il y a une force qui va partir du centre et qui va pousser vers l'extérieur. Donc vous avez une force centripète de l'extérieur vers l'intérieur et une force centrifuge qui va pousser contre son propre frère et qui va se révolter en quelque sorte. C'est un peu la révolte des anges, c'est un peu symboliquement la chute du paradis, c'est un peu la faute, le péché originel, etc. Donc cette énergie qui va être comprimée va repousser dans l'autre sens et va donner naissance à une nouvelle forme de puissance qui est opposée à la première. Elle va en fait répéter le geste de celle qui la comprime, mais dans l'autre sens. Comme quand on se regarde dans un miroir, on voit nos traits, mais à l'envers. Alors, continuons la lutte. Dès l'instant où vous avez une force intérieure qui lutte contre la force extérieure, eh ben, ça va créer une troisième force. Là, on a déjà deux forces, on va en créer une troisième, etc. Et on va se trouver avec l'élément, l'éther primordial, qui va donner naissance au feu, à l'air, par rebond, ensuite à l'eau, et la terre. Bon, alors on passe très rapidement parce que le but de notre démonstration n'est pas de rentrer dans les détails de cette métaphysique de création des mondes, mais de comprendre un peu quelles sont les deux énergies qui vont nous intéresser et sur lesquelles on va pouvoir jouer. Et à partir de l'instant, ces forces, par rebondissement les unes contre les autres, ces forces qui s'arc-boutent, vont devenir de plus en plus concrètes jusqu'à une terre purement physique qu'on va pouvoir toucher, jusqu'à un solide qui va exister. Et, pour être complet, de ce solide, eh ben on va repartir vers l'aspect spirituel des choses. Ce solide, cette terre physique, va créer des minéraux, ensuite va créer des végétaux, ensuite va créer des animaux, puis va créer des hommes. Donc, on aura 4 éléments qui sont en fait 5, si on parle de l'éther, en descente, et en remontée, eh ben on va à nouveau avoir une espèce de correspondance avec les éléments sous forme donc de minéraux, de végétaux, d'animaux et d'êtres humains. Alors, qu'est-ce qui différencie l'être humain des animaux? Le simple fait que l'être humain a un corps animal, mais a un esprit qui va lui permettre de penser. Donc,
de toucher Dieu mieux que l'animal. Il a une part d'éther supplémentaire. Alors, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est qu'on a notre planète et qu'on a en fait deux forces. Sur notre Terre, qui est maintenant créée, qui est toujours superposée à la toile de fond, Océane, qui porte les mondes, on a deux forces. On a une force qui pousse toujours vers l'intérieur, et donc on a une puissance de réaction, une puissance d'opposition, qui va partir de l'intérieur et qui va pousser vers l'extérieur. Alors, symboliquement, la force que j'ai dessinée en bleu, celle qui va donc de l'extérieur vers l'intérieur, c'est l'ange, et la force d'opposition qui va du centre vers l'extérieur, qui se rebelle contre son frère, eh ben c'est le démon. Entre guillemets, hein. On a Saint-Michel qui terrasse le dragon. Parce que la force extérieure est plus puissante que la force d'explosion intérieure. Sinon, la Terre serait volatilisée. Donc, le dragon est toujours assigné par Saint-Michel, qui le maintient sous pression. Et c'est pour ça que notre Terre n'explose pas. C'est parce que, en fait, toutes ces forces de réaction, toutes ces forces que certaines religions ont appelées infernales, tout simplement, c'est pas infernal, c'est parce que ça vient du centre, ça vient des abysses, ça vient du centre de la Terre. Et bien, ces forces sont automatiquement bloquées par l'éther extérieur qui name l'ensemble. Donc nous, en fait, en tant qu'êtres humains vivant à la surface de cette planète, on reçoit deux types d'énergie. On reçoit une énergie spirituelle du cosmos, dirons-nous, et on reçoit une énergie tellurique par notre aspect animal, qui arrive de sous nos pieds. La force spirituelle peut nous apporter la connaissance, la paix intérieure, la joie, et la force de réaction, la force tellurique qui vient du sous-sol, va nous apporter le pouvoir, la puissance magique, la capacité à avoir des effets physiques. La force spirituelle a des effets spirituels, la force tellurique a des effets physiques. Alors quand on fait du magnétisme, on puise, parce qu'on a une nature inconsciente qui est branchée sur la force tellurique. Et c'est pour ça qu'en imposant les mains, on peut momifier un morceau de beefsteak, qu'en imposant les mains, on peut guérir une blessure, etc. C'est une puissance tellurique. Donc, si on analysait la chose sur un plan théologique entre les anges et les démons, on pourrait presque dire que la personne qui peut guérir s'appuie sur une force inférieure. Alors après, tout ce qu'il faut tout simplement, c'est maîtriser les forces dans un sens spirituel. C'est ce que fait Dieu, c'est ce que fait l'ange, puisque l'ange, il terrasse le dragon, mais il ne le tue pas. Il le terrasse, il le maintient, il le maîtrise, il l'emprisonne. Mais il ne faut surtout pas tuer le dragon, parce que si on tue le dragon, il n'y a plus rien non plus. Le vaisseau déséquilibré. Si on tue le dragon, on tue le corps en fait. Mettons, si on arrivait par un artifice spirituel, qui n'existe pas, mais si on arrivait à tuer le tellurisme qui est en nous, on n'aurait plus d'existence physique, puisque c'est le tellurisme qui maintient notre corps en énergie. On est branché un petit peu comme le coup des autotamponneuses, vous avez une antenne qui est reliée à un grillage électrique et qui donne l'énergie. Bon. On est tous branchés sur des énergies et c'est pour ça qu'on arrive à continuer à être en vie. Nonobstant le fait qu'on mange, qu'on boit, qu'on prend des énergies physiques, mais on est également branché sur des énergies plus spirituelles, plus praniques, plus subtiles. Donc, si on veut avoir des pouvoirs et réussir des opérations ésotériques, il faut s'appuyer sur l'énergie spirituelle par la connaissance que l'on va avoir, mais le pouvoir, lui, le pouvoir magique va être basé sur l'énergie tellurique qui vient du centre de la Terre.
Et déjà là, eh ben, automatiquement, on a une grosse opposition avec toutes les religions qui ont diabolisé ces énergies telluriques en disant surtout le tellurisme, il ne faut pas y toucher parce que c'est diabolique. Et pourquoi pour eux c'est diabolique? Parce que ça permet d'augmenter nos pouvoirs énergétiques, donc d'obtenir des résultats. Or, seule la religion a le droit de faire des miracles, et pas les autres. Donc on essaye de couper automatiquement les gens de cet aspect de la question. Pourtant, chose étonnante, un certain nombre de cathédrales, même toutes, sont bâties sur des lieux hautement telluriques. Tout simplement pour bénéficier de cette énergie. Si vous prenez la cathédrale de Chartres, eh ben, la cathédrale de Chartres a été bâtie sur l'emplacement d'une ancienne église, qui avait elle-même été bâtie sur l'emplacement d'un ancien temple, et tout à l'origine, eh ben, il y avait un temple druidique qui était sur ces lieux-là, sous forme, je crois qu'il y avait un menhir ou un dolmen, enfin ils avaient mis en place une structure de manière à pouvoir utiliser cette énergie tellurique. Et la religion a remis par-dessus une machine beaucoup plus importante qui correspondait à son époque, mais a remis donc une machine tellurique. Alors donc, au niveau de ces cathédrales, ces cathédrales sont construites sur des lieux telluriques. Donc, dans une cathédrale, on utilise les puissances telluriques et les puissances cosmiques. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui est curieux de constater, c'est qu'en général, quand le prêtre disait sa messe, jusque dans les années 50, dans certaines cathédrales et certaines églises bâties sur des points énergétiques, bon, déjà, il disait sa messe dos aux fidèles, il tournait le dos à ses fidèles, parce qu'il était tourné vers le Dieu, et non pas vers la masse. Et en général, les autels étaient sur des points telluriques. Donc quand le prêtre faisait son office, il bénéficiait des énergies telluriques qui montaient. Et il appelait les énergies spirituelles, donc il faisait un mariage entre les énergies de l'éther et les énergies du centre de la Terre. Et puis après, je ne sais plus sous quel pape, on a décidé de modifier les rituels, c'est-à-dire que le prêtre ne fait plus sa messe face à Dieu, mais fait sa messe face aux fidèles. Donc il y a une inversion, et puis on s'est arrangé pour déplacer les autels, pour débrancher le tellurique qu'il y avait. Alors c'est étonnant parce que ça semble bien fait. Je pense qu'il est possible que certains initiés qui avaient des décisions sur le plan de la haute hiérarchie au niveau de certaines églises ont eux-mêmes décidé que peut-être certains temps étaient venus et qu'il fallait maintenant débrancher l'énergie. Donc depuis les années 50, on a des rituels de messe qui sont plus comme avant et qui ont été débranchés volontairement. Et comme ça a été débranché de manière intelligente, c'est certainement pour un but précis. Alors à chacun d'imaginer un petit peu pour quelle raison. Mais ce n'est pas une raison diabolique, c'est une raison d'évolution spirituelle de l'humanité. Il est possible que l'humanité en soit arrivée aujourd'hui à un point où elle doit prendre conscience elle-même où chacun doit prendre conscience lui-même de sa propre spiritualité, sans forcément passer par le prêtre, sans forcément passer par un intermédiaire. Donc, il est toujours bon d'aller à la messe, il est toujours bon de faire ses dévotions, d'allumer des cierges dans les églises, etc. Mais on demande peut-être aujourd'hui à l'être humain un peu plus que ce qu'on lui a demandé dans les siècles passés. Dans les siècles passés, on lui demandait d'obéir. Maintenant, on demande peut-être aux êtres humains de réfléchir et de comprendre. Donc il y a toujours une évolution. C'est exactement comme on dit que le Christ est venu, en fait, pour donner un nouveau souffle à l'humanité. Donc à chaque fois, l'humanité monte une marche différente. Que chacun puisse faire ce qu'il veut. Que chacun puisse être obligé de... que chacun puisse peut-être, attention, parce que là, que chacun puisse pas faire ce qu'il veut, mais faire ce qu'il faut, et comprendre pourquoi, et comprendre comment ça marche. On est à une époque beaucoup plus intellectuelle que le Moyen-Âge. Donc aujourd'hui, on a en plus à notre disposition des informations qu'on n'avait pas à ce moment-là. Donc,
on peut demander à l'homme plus de réflexion, plus de maturité. Enfin, exactement de la même façon que plus on avance dans l'âge, eh bien plus on est mature, plus on réfléchit et plus on gagne en sagesse. Enfin, c'est ce qu'il faudrait. Alors donc, on a deux formes d'énergie qui nous arrivent au niveau de la planète. On a donc les énergies qui viennent de l'extérieur et on a les énergies qui remontent de l'intérieur. Et pour pouvoir agir, donc pour pouvoir réaliser un désenvoûtement qui donne des résultats, eh ben, il va falloir puiser, il va falloir utiliser cette énergie qui vient de l'intérieur, puisque c'est l'énergie qui va donner la puissance magnétique, qui va donner la puissance magique nécessaire à la réalisation de n'importe quelle opération, y compris le désenvoûtement. Alors maintenant, donc il va falloir trouver des techniques pour justement accumuler ce potentiel énergétique. Parce que plus vous allez accumuler d'énergie tellurique, et plus automatiquement vous allez être capable donc de pratiquer un désenvoûtement. Les anciens Grecs considéraient que les spectres des morts, alors spectre est à prendre sous son sens péjoratif, c'est-à-dire le spectre correspond à une partie négative de l'âme de la personne. Quand quelqu'un décède, il y a la partie spirituelle qui symboliquement part au paradis, et vous avez une partie énergétique négative qui reste près du corps. C'est cette partie négative qui va errer dans les cimetières, c'est cette partie négative qui va être en quelque sorte une forme de vampire, et qui va se décomposer progressivement en même temps que le corps. Alors les anciens Grecs considéraient que ces spectres allaient se dissoudre dans les fleuves infernaux. Les fleuves infernaux sont les veines du tellurisme en fait. Donc le tellurisme, dans la tradition, et les Grecs nous prouvent, le tellurisme a une capacité naturelle à dissoudre les résidus psychiques, à dissoudre les phénomènes larvaires, à dissoudre les énergies négatives. Donc plus un lieu va être puissant sur le plan du tellurisme, plus ce lieu va être exorcisant. Et de la même manière, plus un être humain va se charger de cette énergie tellurique, plus il va augmenter son pouvoir exorcisant ou son pouvoir de désenvoûtement. Parce que désenvoûtement, c'est en fait dissoudre les fluides négatifs qui se sont accumulés sur une personne. Alors donc, tout l'entraînement en fait de l'opérateur va être basé sur cette énergie, et plus l'opérateur va accumuler cette puissance tellurique en lui, et plus l'opérateur va avoir de facilité à pratiquer un nettoyage. Et cette énergie va en plus avoir un effet très intéressant avec de l'auto-nettoyer. Parce que c'est pas tout. C'est pas tout de faire un rituel de désenvoûtement ou autre. Il faut en plus être capable de s'auto-nettoyer des énergies négatives qui vont être accumulées par l'opérateur. Parce que même si l'opérateur se dégage, même si l'opérateur nettoie un certain nombre de choses, va quand même y avoir un petit pourcentage d'énergie négative qui va rester en lui. Or, si cet opérateur a de puissantes énergies telluriques accumulées, comme une batterie, comme un accumulateur, eh ben, ces énergies vont dissoudre les petits résidus qui vont rester à l'intérieur. Donc, il y en a on fait d'une pierre plusieurs coups. Alors, autre chose extrêmement importante, on va revenir sur la technique d'entraînement au tellurisme tout de suite après. Autre chose extrêmement importante. Dans toute action magique, mais également les autres types d'actions, il faut arriver à avoir un détachement total. Dès l'instant où l'individu est chargé par le tellurisme, la personne qui va pratiquer le désenvoûtement ne doit pas avoir une volonté d'agir. On doit avoir une espèce de non-action, de détachement dans l'action.
C'est comme le tir à l'arc, je sais plus comment ça s'appelle, le tir à l'arc chinois là. Bon, en fait, le principe du tir à l'arc, vous avez un arc, mais pris sous son sens philosophique. Vous tendez la flèche, vous identifiez vous-même la flèche et la cible, mentalement, donc qu'on regarde la cible ou qu'on la regarde pas n'a pas d'importance, et au moment où mentalement il y a une identification entre ces trois choses, qui est soit la flèche et la cible, eh bien, il suffit de lâcher la flèche qui va automatiquement aller dans la cible. Puisque mentalement, tout est identifié, tout est identique. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait ce Chinois quand il va tirer à l'arc? Eh bien, il a un détachement total de l'action. Ça ne l'intéresse pas d'atteindre le but. Il veut simplement avoir un état mental de perfection et d'identification mentale entre lui, la flèche, le but. Mais il ne cherche pas à atteindre son but. Il l'atteint. Donc il lance pas sa volonté en disant je veux obtenir telle chose. Non. Il l'obtient. On va revenir sur cette notion qui est extrêmement importante, surtout au niveau du désenvoûtement. C'est quand on va désenvoûter quelqu'un. Il ne faut pas vouloir le désenvoûter. Il faut le désenvoûter. Donc, il ne faut pas avoir une volonté, émotionnelle lancée dans l'action en disant « je veux le guérir, je veux l'aider ». Parce que là, vous travaillez avec votre émotionnel, donc ça devient dangereux parce que vous êtes cramponné sur votre arc et sur votre flèche et vous essayez de viser, vous voulez obtenir. Bon, c'est pas du tout ça parce que vous risquez de vous mettre la flèche dans le pied en fait, en désenvoûtement. Il faut tout simplement se baser sur les énergies que vous avez accumulées, et vous savez si vous avez un bon entraînement que la force que vous avez accumulée est suffisamment importante pour faire le travail à votre place, presque. Et vous ne voulez pas désenvoûter telle personne, vous le faites, ou encore mieux, une partie de vous-même le fait. Et vous restez détaché, et vous restez presque spectateur de vous-même. C'est comme si vous vous regardiez en train de faire votre rituel. C'est la meilleure solution, le meilleur chemin pour vous protéger de l'envoûtement auquel vous avez maille à partir et pour être efficace. Parce qu'en général, comme je vous dis, on reviendra sur cette notion-là, mais en général, quand on essaye d'aider quelqu'un, on essaye de l'aider avec son cœur, avec tout son émotionnel. Et là, il ne faut pas l'aider avec son cœur ni avec son émotionnel, il faut l'aider avec les énergies que vous avez accumulées par votre entraînement. Donc, c'est presque pas vous qui intervenez. Vous appuyez sur le bouton et après, la machine se met en place. Et de cette manière-là, vous êtes détaché de l'action. Donc ça, c'est une notion, surtout dans ces phénomènes de désenvoûtement qui est extrêmement important, être détaché de l'action. Quand on veut soigner quelqu'un d'une maladie, par exemple, quand on veut guérir quelqu'un, il est peut-être bon de vouloir obtenir les effets concrets, d'agir un peu plus avec l'émotionnel. Parce qu'on risque moins. On n'est pas, quand quelqu'un, par exemple, quand un magnétiseur soigne une personne qui a une maladie, le magnétiseur veut obtenir la guérison. Parce que la maladie n'est pas un être occulte dangereux qui va se retourner contre l'opérateur ou contre le magnétiseur. Donc le fait de vouloir la guérison de la personne, dès l'instant où ça fonctionne, c'est bien. Mais là, on rentre dans autre chose, parce que si quelqu'un a un envoûtement sur lui, ça veut dire qu'il y a des forces négatives, des forces de destruction qui ont été envoyées volontairement sur cette personne. Donc déjà, il y a un acte volontaire, un acte humain de destruction. Donc il y a un tueur quelque part qui veut éliminer quelqu'un. À partir de là, c'est dangereux. Donc vous imposez, vous allez vous interposer entre le tueur et la victime. Donc il faut faire ça dans les règles de l'art et vous interposer sans prendre de risques. Claudius, tu voulais poser une question? Oui, il y a une question que je voudrais poser. On parle de la maladie là, quand
quand on magnétise quelqu'un, en général, c'est quelqu'un qui est malade. Bon. Et il y a des maladies qui viennent d'un état naturel. Mais il y a des maladies, il ne faut pas l'oublier, qui sont provoquées précisément par le désenvoûtement. Oui, tout à fait. Alors là, comment agir quand on tombe sur une maladie qui a été provoquée par envoûtement? Alors, il faut d'abord désenvoûter et après soigner la maladie. C'est pour ça que le désenvoûteur peut soit travailler avec un magnétiseur, soit travailler avec un médecin, parce qu'il faut toujours on le verra après, il faut toujours se prémunir, disons, se protéger avec le médecin. Mais il y a deux choses, quand une maladie a été provoquée par un phénomène d'envoûtement, il y a deux choses à faire, il faut désenvoûter et puis il faut soigner la maladie. Donc le désenvoûter, c'est l'opérateur qui va agir, et soigner la maladie, ça va être le médecin. Et il faut faire dans cet ordre-là, au mieux. Bon, on verra après les détails, parce que quelqu'un qui est envoûté, il faut d'abord l'envoyer voir le médecin. Et si le médecin ne comprend pas ce qui se passe et n'arrive pas à faire de diagnostic, à ce moment-là, vous pouvez le désenvoûter, et après vous le renvoyez voir le médecin. Ça, c'est c'est le chemin légal. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui vont s'aligner avec vous, quand même. Non, ils vont pas s'aligner avec vous, mais le client qui va venir vous voir en vous disant je suis envoûté, vous l'envoyez voir son médecin, lui faire des analyses, des diagnostics, etc. Il revient avec tout ça, et puis après vous lui dites bon, écoutez, le médecin n'a rien trouvé, moi j'agis, je désenvoûte, et après vous le renvoyez voir le médecin, parce que si par exemple, suite à un envoûtement, vous vous cassez la jambe dans l'escalier, bon, vous aurez un envoûtement et la jambe cassée. L'opérateur va pouvoir nettoyer l'envoûtement, mais c'est le médecin qui va réparer la jambe cassée. Donc quand il y a des dégâts physiologiques, il faut tabler sur les deux plans en même temps. Alors, donc on en était au niveau de se détacher dans une action, dans toute action énergétique, que ce soit les actions d'entraînement ou que ce soit les actions rituelles de pratique, il faut arriver à vous mettre dans un état, comme on disait tout à l'heure, de neutralité, c'est-à-dire de calme intérieur, un état mental où vous n'êtes plus vous-même. Donc il faut arriver, quand vous réalisez l'entraînement qu'on va voir tout de suite, et quand vous allez travailler sur une personne, à être dans un état d'absence totale de pensée. En fait, il faut effacer votre personnalité, il faut effacer votre moi, il ne faut plus être Pierre, Paul, Jacques, etc. Il faut être tout simplement une énergie en action. Alors, il faut être capable d'arrêter le cours de ses pensées. Alors, la première des choses à faire pour arrêter le cours de ses pensées, c'est de se mettre dans un état de relaxation. Alors, par exemple, vous vous allongez, vous vous asseyez sur un fauteuil et vous essayez de détendre le corps. Parce qu'on a remarqué qu'on a une interaction entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire que plus le corps est détendu, moins l'esprit pense, et d'un autre côté, moins l'esprit pense et plus le corps est détendu. Donc il y a vraiment un croisement d'action entre les deux. Alors vous commencez par vous allonger, vous décrochez le téléphone, vous fermez la porte à clé, vous éteignez la lumière, vous êtes dans une semi-obscurité, et vous allez fermer les yeux. Alors, il faut faire cet entraînement, ce petit exercice, non pas quand vous êtes fatigué, parce qu'autrement vous allez instantanément vous endormir. Il faut faire cet exercice quand vous êtes bien, par exemple le matin, quand vous venez de vous réveiller, et vous êtes en forme. Alors, vous fermez les yeux, et automatiquement, vous allez avoir deux choses qui vont se produire. Vous allez avoir des images qui vont venir, et vous allez avoir une espèce de bruit de fond, de paroles. Vous allez réfléchir à des choses. Vous allez donc avoir dans votre tête le son et l'image. Alors, il va falloir dans un premier temps arriver à couper le son. Alors pour ça, il y a deux solutions, une bonne et une mauvaise. Il y a la solution qui consiste à chasser, à imaginer. Vous êtes avec un balai, alors là, ne notez pas la mauvaise solution. Vous allez, par exemple, vous imaginez que vous êtes avec un balai et que vous chassez toutes les pensées qui traversent votre esprit.
là, vous allez automatiquement vous crisper, vous allez automatiquement vous contracter, faire marcher votre volonté, et vous allez tout simplement arriver à obtenir une espèce d'écran blanc, mais ce ne sera pas cet écran blanc, ce ne sera pas une absence de pensée, ce sera une visualisation d'un écran blanc. Donc ce sera une pensée blanche, mais ce sera une pensée. Or, ce que l'on veut obtenir, c'est une non-pensée. Donc, la solution qu'il faut pratiquer, c'est de laisser les pensées venir à l'esprit, mais n'y accorder aucune importance. Donc, quand vous êtes dans cet état, vous laissez les pensées arriver vers vous, mais vous n'y accordez aucune importance. Parce que, comment fonctionne le mental? Le mental, il fonctionne par association d'idées. Le mental, mettons, vous allez voir une montre qui va passer dans votre esprit. La montre, ça va vous rappeler qu'il est telle heure. Ça va vous rappeler qu'il est 11h30. Vous allez dire, ah, je commence à avoir faim. À partir de là, vous allez penser à ce que vous allez vous faire cuire le midi. Et puis après, vous allez vous rappeler que vous devez aller faire des courses parce que vous avez oublié d'acheter des pâtes. Donc vous devez aller faire des courses. Oui, mais avant d'aller faire des courses, il faut passer à la banque parce que j'ai plus rien dans mon porte-monnaie. Ah oui, mais la banque, je viens de me rappeler qu'il faut que je paye ma facture de téléphone. Et puis, votre pensée, votre mental vous entraîne dans une suite d'images qui vont vous éloigner de votre sujet, qui était de ne penser à rien. Par contre, si on arrive à cette première pensée, la montre, qui vient dans l'image, dans mon mental, si cette montre, je n'y accorde aucune importance et que je laisse cette image passer sans enchaîner sur l'heure qu'il est, etc., sur tout le petit enchaînement qu'on a fait tout à l'heure, eh ben, la montre va être remplacée par une autre image qui ne va pas avoir de rapport, puis par une autre. Et quand vous aurez épuisé tout le stock d'images mentales qui était à disposition, quand l'ébullition de votre mental sera calmée, eh ben, vous n'aurez plus rien. Pendant 2 ou 3 secondes. Et à ce moment-là, vous dites, ça y est, j'ai réussi. Et le mental recommence à tourner. Alors il faut petit à petit, par cet entraînement, arriver à se détacher des pensées, à laisser les pensées, à être le spectateur de soi-même, à laisser les pensées traverser l'esprit, sans y accorder aucune importance. Alors ça, c'est l'entraînement, c'est l'exercice qu'il faudra intégrer aux techniques de captation d'énergie qu'on va étudier et aux techniques de rituel au niveau du désenvoûtement. Donc, être vide. Parce que si vous êtes vide, si vous voulez vous remplir de cette énergie tellurique, on va prendre, par exemple, un verre. Dans le verre, on va essayer de mettre quelque chose. Mais si le verre est déjà plein de vous-même et de toutes vos pensées, on ne va pas pouvoir y mettre grand-chose parce qu'il est déjà plein. Par contre, si le verre est vide de pensées, est vide de vous-même, l'énergie va pouvoir rentrer et va pouvoir s'y accumuler. C'est tout bête hein, comme principe, mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc quand vous allez capter les puissances telluriques, il faut d'abord être vide de vous-même, parce que sinon, même si ces puissances telluriques sont présentes, même si vous faites l'entraînement comme il faut, elles ne vont pas pouvoir rentrer parce que c'est déjà plein. Voilà. Y a-t-il des questions sur les petites choses qu'on a vues? Non, c'est bon. Alors donc l'entraînement indispensable, eh ben, ça va être ce qu'on va voir tout de suite, c'est-à-dire que pour être efficace dans un désenvoûtement, eh ben, il faut déjà avoir comme le boxeur ou comme le musicien qui va tous les jours faire ses gammes, il faut avoir un entraînement. Il faut savoir, mettons, si on veut apprendre à jouer du piano, eh ben, pendant des mois, il va falloir faire des gammes. De cette manière-là, inconsciemment, vos doigts sauront à quel endroit sont les touches. Et c'est la même chose pour conduire une voiture. Pour conduire votre voiture, aujourd'hui, vous ne réfléchissez pas en disant « Ah, il y a une voiture devant moi qui s'est arrêtée, je dois freiner, je dois donc prendre mon pied gauche ou mon pied droit. Bon, je vais prendre le pied droit et je vais l'appuyer sur la pédale du milieu. » Vous ne faites pas ce raisonnement mental. Le pied appuie tout seul sur le frein. Ben là, c'est exactement pareil, mais c'est parce que vous avez l'entraînement que le pied appuie tout seul sur le frein. Au début, il a fallu chercher. Pour ces techniques d'entraînement au niveau du désenvoûtement, c'est exactement la même chose. Pour être efficace,
pour réagir rapidement, il faut que les choses se passent d'instinct. Il faut que ce soit presque une seconde partie de vous-même qui agisse par réflexe et non pas de réfléchir à savoir comment, où est-ce qu'on doit mettre le pied, où est le levier de vitesse, où est la première vitesse, est-ce que je dois débrayer en même temps ou pas, dans quel sens ça marche. Bon. Alors donc l'entraînement est absolument indispensable pour tout opérateur. Alors maintenant, comment capter cette énergie tellurique? Alors, on va en fait réaliser, alors il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent déjà un petit peu la méthode, voire qui la pratiquent déjà. On va en fait réaliser un piège à énergie de manière à pouvoir prendre cette énergie tellurique en soi et surtout à l'accumuler. Comme un verre qui va se remplir goutte à goutte. Tous les jours, on va essayer de mettre une goutte d'énergie supplémentaire. Et ben, au bout d'une semaine, j'aurai 7 gouttes au fond de mon verre. Au bout de 2 mois, j'aurai 60 gouttes au fond de mon verre, ça va commencer à monter. Au bout d'un an, j'aurai 365 gouttes, et au bout, etc. Et plus je vais travailler sur le phénomène énergétique, et plus mon potentiel énergie va monter. Et plus, à ce moment-là, je serai capable d'agir sur un plan de désenvoûtement ou sur un autre plan. Parce que cet entraînement est un entraînement, je dirais, général, qui s'applique très bien au séminaire qu'on est en train de faire, mais qui va aussi vous donner d'autres capacités, et pas seulement celles qui seront décrites dans le séminaire. Alors, pour réaliser cette captation, nous savons nord, sud. Nous savons qu'on a des échanges énergétiques planétaires qui se font nord-sud et sud-nord. La géobiologie nous le confirme. Donc, et on sait également que pour s'imprégner d'une énergie, pour s'imprégner de quelque chose, eh ben, il vaut mieux être collé à cette chose. Donc ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va s'allonger, la tête au nord et les pieds au sud. Donc on est dans l'alignement nord-sud. On va s'allonger sur le dos, de manière à ce que la colonne vertébrale soit en contact avec le sol. Parce que c'est la colonne vertébrale qui va capter les énergies. Alors, par exemple, dans certaines tribus en Afrique, les captations du tellurisme se font entre autres par l'intermédiaire du serpent. Le serpent est un animal rampant. Il a tout son corps en contact avec le sol et c'est le serpent qui va le plus boire le tellurisme. C'est celui qui est le plus proche de la terre. Donc dans certains rituels, on fait passer en fait un serpent sur la colonne vertébrale de la personne à initier pour qu'il s'imprègne du tellurisme du serpent. Donc c'est toujours les mêmes principes, mais travaillés d'une manière ou d'une autre. Donc nous, on va s'allonger colonne vertébrale sur le sol. On va avoir les bras comme ceci. Parce que vous avez aussi la rotation terrestre qui se fait dans l'autre sens. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a la main gauche et la main qui va capter l'énergie. La main droite est la main qui va émettre l'énergie. Donc, un bonhomme qui est comme ça va en fait capter ces énergies par la main gauche et ces énergies vont ressortir par la main droite. Pour piéger ces énergies et pour les conserver à l'intérieur, eh ben, on va bloquer la sortie d'énergie et on va amplifier l'entrée. Alors, cet entraînement se fait avec deux métaux. Alors, vous avez bien sûr besoin d'une boussole pour déterminer le nord. Le plomb est un métal qui bloque les énergies. Donc, dès lors, on va prendre une boule de plomb dans la main droite pour bloquer la sortie des énergies. Donc, on va fermer le point avec la boule de plomb pour empêcher l'énergie de sortir. Et avec la main gauche, on va prendre une plaquette de fer. Le fer est de nature énergétique et de nature tellurique, donc ça va amplifier l'entrée des énergies. Donc en bloquant la sortie, en amplifiant l'entrée, on va créer une sorte de piège à énergie.
Et on va utiliser la respiration pour créer une espèce de pompe et pour avoir une entrée d'énergie supérieure à la moyenne. Parce que si on restait tout simplement allongé comme ça avec les instruments, on capterait gentiment du tellurisme. Mais ce qu'on veut, c'est capter du tellurisme à haute dose. On est pressé. On veut que ce soit un phénomène rapide. Donc on va intensifier la respiration pour créer une espèce de pompe. Et on va avoir un certain nombre d'effets, et énergétiques, et physiologiques, qui vont se déclencher. Et qui vont être très bons pour le désenvoûteur, pour l'opérateur, ou pour le magnétiseur. Alors, je vais vous... Tiens, Bernadette, tu vas donner une plaque à chacun. Alors, ça, c'est une petite plaque de fer. Alors, il y a certains qui sont déjà équipés, d'autres, on va s'équiper, ça rien. Non, mais il y a ce qu'il faut. Alors, en ce qui concerne le plomb, vous trouverez facilement du... Alors ça, c'est une boule qui a été fondue dans une casserole avec un moule, etc. Bon, c'est un peu compliqué. Vous pouvez très bien utiliser un gros plomb de pêche que vous allez faire tenir dans la main, qui va bloquer la sortie d'énergie. Donc la forme de sphère n'est pas indispensable. La grosseur non plus. Bon, la grosseur, la taille d'une balle de ping-pong, à peu près. Faut pas que ce soit trop petit, faut pas que ce soit des petits grains de plomb, faut que ce soit quand même une masse de plomb. Je vais la faire passer, tiens. Faut que ce soit comme une masse de plomb qui ait une certaine, qui tienne dans la main, qui bloque la main. Quelqu'un veut une autre? Non, c'est bon. Un plus. Parfait. Alors donc, ça c'est le plan. Voilà. Il faut que ce soit à peu près de cette grosseur-là. Ça peut être un petit peu plus gros, ça peut être un petit peu plus petit. Bon, ça n'a pas d'importance particulière. Alors, ce qui est également, donc ce qui est également très très important au niveau du matériel du désenvoûteur, c'est la boussole. Parce que ça va vous servir pour votre entraînement, savoir dans quel sens vous placez, et ça va servir également pour le rituel, savoir vers quelle direction vous allez vous tourner. On verra ça demain. Alors, il y a 3 parties. Bon, alors vous allez avoir un petit fascicule qui résume ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, techniquement, bon, en fait, il y a 5 éléments qui vont être utilisés dans ce rituel. 5 éléments différents. 5 éléments. Premièrement, comme on a dit, l'orientation magnétique. Donc, en se calant sur le magnétisme terrestre, on va déjà enclencher une première osmose entre l'énergie tellurique et soi-même. Deuxièmement, l'état mental. Comme on l'a dit, plus vous êtes vide de vous-même, et mieux les énergies vont rentrer. Donc déjà, simplement, en s'allongeant nord-sud, et en étant vide intérieurement, on va automatiquement se charger doucement d'énergie. Vous allez également, pendant ce rituel, utiliser une vibration, une sorte de vocable qui va permettre de vous faire vibrer intérieurement et d'enclencher un phénomène énergétique. Ça, c'est le troisième point. Par la respiration profonde, eh ben, vous actionnez une pompe à énergie. Plus on respire, plus on se charge de prana également. Et cinquièmement, en utilisant les métaux, on amplifie encore la charge énergétique. Donc par ces 5 pratiques, en quelque sorte, qui sont imbriquées les unes dans les autres, eh ben, on arrive à accumuler à haute dose un potentiel tellurique. Alors une chose qui est extrêmement importante, c'est que cet entraînement ne doit pas être réalisé une fois
et puis après, on s'arrête. Il doit être réalisé de manière très régulière, et tous les jours. C'est-à-dire que si le premier jour, à chaque fois que vous faites un exercice d'entraînement, vous gagnez une unité d'énergie. Donc, on gagne 1 point par exercice d'entraînement réalisé. Et à chaque fois qu'on ne le fait pas, on perd 1 point. C'est-à-dire, par exemple, vous faites l'exercice, vous avez une semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il faut vous faire des tableaux d'entraînement, parce que c'est quand même assez important. Vous commencez, bon, aujourd'hui on va faire 2 entraînements, demain on va faire 2 entraînements, donc vous en aurez 4 pour le week-end, donc vous serez en pleine forme, et lundi vous allez commencer en vous disant, bon, je suis en forme, allez, lundi j'en fais un, mardi j'en fais un, mercredi j'en fais un, jeudi j'en fais un, et puis après, vendredi arrive le week-end, vous vous dites, bon, j'en fais pas vendredi, j'en fais pas samedi, j'en fais pas dimanche. Voilà. Résultat de la semaine, parce qu'à chaque fois que vous en faites un, vous gagnez 1 point, et à chaque fois que vous n'en faites pas, vous perdez 1 point. Donc, lundi, vous aviez 1 unité, mardi, vous en aviez 2, mercredi, vous en êtes à 3, jeudi, vous en êtes à 4 unités, vendredi, vous n'en faites pas, vous retombez à 3, samedi, vous retombez à 2, dimanche, vous retombez à 1. En n'en faisant pas. C'est-à-dire que vous aurez fait 4 exercices, et sur les 4 exercices, vous n'aurez gardé le lundi suivant qu'une unité d'énergie. Vous en aurez perdu 3 sur les 4. Donc vous aurez travaillé pendant 3 jours pour rien. Alors c'est extrêmement important de bien intégrer cette notion. Il faut pratiquer tous les jours. Dans cette notion, combien de temps peut-on consacrer? Combien de temps consacrer? Alors, on peut consacrer. L'exercice minimum dure 20 minutes, 20 à 25 minutes d'entraînement minimum. Alors on va poser la question à certains. Alors Claude, par exemple, les jours de pointe, combien as-tu consacré de temps à l'exercice? 3h30. 3h30 dans la journée. Et Paul Bernard? Moi, à peu près pareil. Des fois plus, ça dépend. 3h, 3h30. Des fois plus d'une demi-journée. Alors c'est-à-dire qu'au niveau de l'accumulation d'énergie, le minimum c'est 20 à 25 minutes par jour. Et le maximum, ça peut être quelques heures. Alors, je déconseille au démarrage, mettons lundi, de faire 4 heures de respiration. Parce que le corps n'est pas habitué, votre corps physique n'est pas habitué à cette technique de respiration. Votre corps énergétique n'y est pas habitué, donc vous allez tenir 2 jours et puis après vous serez dégoûté à tout jamais de cet entraînement respiratoire. Donc il faut démarrer en douceur et en fonction de ce que vous ressentez, vous pouvez intensifier l'entraînement. Alors c'est vrai que quelqu'un qui va pratiquer en tant que non professionnel peut très bien se contenter d'un exercice par jour. C'est très bien. C'est un très bon rythme. Il vaut mieux en faire 1 par jour que d'en faire 2 pendant une semaine et puis d'arrêter après. Donc 1 par jour, c'est bien. 2, c'est raisonnable également. Par contre, pour une personne qui veut utiliser cette énergie en tant que professionnel pour travailler sur les autres, il va falloir avoir un entraînement un petit peu plus soutenu. Alors au début, toujours démarrer doucement. 1 par jour, c'est très bien. Et au bout de quelques semaines, il serait bon d'en faire 2 par jour. Et ensuite, en tant que professionnel, il faut en faire, je dirais, entre 2 à 4 exercices par jour. Donc chaque exercice durant en moyenne une trentaine de minutes. On aura donc entre 1 heure et 2 heures. Donc ça, c'est quand on a une action professionnelle. Ou par exemple, vous savez que la semaine prochaine, vous avez une personne à désenvoûter et cette personne a un envoûtement grave. Donc avant, vous allez intensifier votre entraînement. Parce que vous aurez besoin de disposer de toutes vos énergies, d'être au top niveau de votre forme. Donc pour un professionnel, entre 2 et 4. Pour quelqu'un qui veut pas travailler sur un plan professionnel, entre 1 et 2 exercices par jour. De toute façon, on doit le sentir. Hein. Oui. Pour est arrivé à un certain niveau. Ouais, et surtout, ce qui compte, c'est de démarrer en douceur. Enfin, pas forcer,
démarrer en douceur. Là, on va le faire un peu, on va le démarrer un peu sec, mais parce que comme on est en groupe, ce sera plus facile de le faire, parce qu'on va se motiver les uns les autres, on va s'entraîner les uns les autres, on va se dire, bon, là, les autres sont là, bon, faut que je le fasse, parce qu'il faut pas que j'ai l'air d'être un paresseux. Donc, on va se motiver. Mais quand vous allez vous retrouver tout seul, lundi, avec éventuellement le travail, avec tout un tas de choses à faire, trouver les 20 minutes qu'il faut pour faire l'exercice, c'est pas forcément facile. Question? Mais quand on fait un entraînement à plusieurs jours, c'est beaucoup plus efficace. Hein. Ouais. On draine Parce plus que la d'énergie. vibration, on sent des choses qu'on ne sent pas quand on est tout seul. Ouais, bien sûr. On draine plus d'énergie en groupe que tout seul. Ça, c'est évident. C'est une espèce de... On appelle de l'énergie dans la pièce. Ça tourne une espèce de... Ouais. Alors comme en fait là c'est sur un plan purement énergétique, il n'y a pas tellement de notion d'égrégore, parce que la notion d'égrégore, faut qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait des rituels qui soient faits pour que ça densifie. Là, en fait, alors en le faisant à plusieurs, on attire de l'énergie sur les lieux. Je suis sûr qu'on fait monter, s'il y a des radiesthésistes, ils pourront nous dire ça, on fait monter le taux de vibration de la pièce. On fera le test là, s'il y a des gens qui manient un peu le pendule. On va tester la pièce avant et on testera la pièce après. Bon, alors. Donc, cet exercice, on a trois parties en fait à cet exercice. Première partie, donc vous avez la bulle de plomb qui... Voilà. Merci. Première partie, vous êtes allongé, les bras en croix. Alors bien sûr, pieds nus, pas de ceinture, pas de montre, pas de chaîne autour du cou, pas de bracelet, pas de bas ou de collant en nylon. Hein. Pas de slip. C'est passé. De manière à ne pas bloquer tous les phénomènes, pas de cravate non plus, parce qu'on va bloquer tous les phénomènes énergétiques. Hein. Donc tout ce qui va en fait faire un nœud autour des poignets, du cou, de la taille, de la ceinture, et ça aussi, ça risque pas des chevilles, les petites chaînes, des dames qui portent des petites chaînes autour des chevilles là pour faire du genre. Porter un vêtement ample. Voilà, plutôt des vêtements amples et plutôt des vêtements en coton. Évitez le synthétique. Il faut également de préférence être pieds nus. Donc pas de chaussures, pas de chaussettes. Pas de lunettes. Bon, si vous pouvez retirer l'alliance, c'est mieux de retirer les bagues. Oui. Bon, enfin, tout ce qui est métallique, tout ce qui peut bloquer. Alors vous êtes allongé, donc tête au nord, pied au sud, comme ça. Et vous allez commencer à inspirer profondément l'air dans les poumons. Et en expirant, vous allez faire un vocal, vous allez faire un son. Ce son va correspondre aux voyelles A, E, I, O, U, de manière à faire quelque chose de neutre, un son neutre. Alors en fait, le A, E, I, O, U rappelle, mais avec tout son cœur, toutes ses entrailles, le A-Om de certaines traditions. On peut considérer que le A-Om, c'est un vocable incomplet. Alors nous, on va y rajouter ce qui manque. Donc, le son que vous allez faire, donc c'est A, E, I, O, U. Alors, on inspire. Et on inspire. Alors déjà, le simple fait de le faire comme ça 2 fois ensemble, on sent que ça